Bonjour à tous et bienvenue dans le Daily Débrief numéro 6. Aujourd'hui au programme, ça va être apolitique et technique. Nous allons parler d'images, nous allons répondre à vos questions, nous allons parler un petit peu de l'actualité, notamment des drones. Mais avant, je voudrais vous rappeler un petit peu les chartes d'utilisation YouTube que vous avez acceptées en créant votre profil sur ce plus gros réseau social au monde. Je vous rappelle qu'il est interdit de faire tout ce qui est injure, tout ce qui est menace, tout ce qui est spam dans les commentaires qui sont en dessous et que pour des raisons légales, tout simplement, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Donc, je vous invite, je vous remercie pour commenter, pour laisser vos remarques, pour nous donner des idées, des remarques, des points de suggestion, toutes ces choses-là, des sujets à traiter. Mais je vous rappelle que cette charte se doit d'être appliquée, sinon ça n'est pas respectueux de la charte YouTube et de ce réseau social. Allez, on attaque juste après le jingle. Bonjour Laurence. Salut Athé. Alors du coup, la voix de la communauté, tu as pu récupérer un petit peu des emails, je crois, on a reçu pas mal de choses. Oui, tout à fait. Alors la première question, ça concerne le F-18, Eurofighter et B-52. Pourquoi tourne-t-il à côté des frontières ukrainiennes avec des transpondeurs allumés? Effectivement, donc vous nous avez envoyé des captures d'écran où on voit bien sur Flight Radar 24 qui permet de voir les avions qui émettent au transpondeur en temps réel. Et là, c'est au-dessus de la Roumanie avec du F-18 aux alentours des 20 000 pieds, du Typhoon aux alentours des 29 000 pieds, également du B-52. Donc si vous regardez où il se trouve, donc c'est la Roumanie, c'est la frontière de l'OTAN en fait, et qu'on zoom out un petit peu, vous voyez que juste en face, il y a quoi là-bas? La Crimée. Vous avez la Crimée, vous avez Sébastopol. Donc on pourrait s'attendre à ce que les avions tournent peut-être plus orientés vers l'Ukraine. Et au final, on voit qu'ils sont en train de regarder, ils émettent avec leur radar vers la mer Noire, vers, on va dire, des frontières du côté de la Crimée. Donc moi, je pense qu'ils sont là de manière à montrer leur présence, de manière à montrer qu'il y a des gardes dans la troisième dimension, tout le long des frontières de l'OTAN. Surtout que, par exemple, l'armée de l'air a envoyé des Mirage 2000-5 dans le nord des frontières. Peux-tu nous parler un peu plus de ces types d'avions? Oui, donc Super Hornet, c'est un avion embarqué de la marine américaine. À l'heure actuelle, vous avez en Méditerranée le porte-avions Charles de Gaulle, vous avez également l'USS Harry S. Truman, Charles de Gaulle avec des Rafales, qui d'ailleurs vont parfois en Roumanie. Et vous avez eu ces derniers jours un cross-deck, donc des avions américains qui vont chez les Français, des avions français qui vont chez les Américains. Et donc il y a de l'échange, beaucoup d'interactions entre les F-18 américains, les Rafales français, et ils se retrouvent de temps en temps, voilà, chacun leur tour, je pense, au-dessus de la Roumanie. Pour ce qui est des Typhoons, les Typhoons, c'est la RAF, la Royal Air Force. La Royal Air Force, elle est très réputée pour avoir fait tenir l'Angleterre face à l'envahisseur allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été surnommés The Few à ce moment-là. Ils ont vraiment réussi à contenir les Allemands. Et donc là, ils viennent avec des Eurofighter Typhoon. Ils sont plus à haute altitude. Un Typhoon est un avion qui est très à l'aise à très haute altitude. Il a des réacteurs très très puissants. Et le B-52, c'est encore un autre type d'aéronef. Donc vous avez eu F-18, chasseur embarqué, le Typhoon, l'avion plutôt européen qui vient de la Terre, et le B-52, l'avion qui est très très vieux, mais qui fait du bombardement, et à une époque également qui était bombardier nucléaire. Pourquoi faire voler ces trois types d'avions ensemble? C'est une sorte de démonstration de force. Donc là, ils volent les uns après les autres, le tout avec les codes avec le transpondeur allumé. Donc clairement, ça permet de montrer aux Ukrainiens, regardez, on a quand même des avions dans le coin. Ça permet de montrer aux pays de l'OTAN, regardez, il y a une présence. Ça permet donc de faire de la communication, je pense. Et en même temps, ça permet de montrer aux Russes, même si je pense qu'ils sont au courant, qu'ils tournent là, vas-y, dépassez un petit peu, sortez un petit peu de chez vous et on va s'occuper de vous. Mais ça n'empêche pas des fois des trous dans la raquette. Je pense qu'on en parlera dans le prochain Daily Débrief avec des drones qui peuvent rentrer dans le territoire de l'OTAN. Maintenant, nous allons passer à ces images satellites où l'on voit une base ukrainienne qui a été touchée par des tirs. Un petit mot sur le sujet? Oui, donc cette base, elle se trouve dans l'ouest, donc à gauche de Kiev. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo? Donc vous voyez qu'il y a effectivement une grande piste, où vous avez toute une partie nord où c'est plutôt
on va dire, utilisé par des avions de transport. Et après, ça descend. Et dans la partie sud, par là-bas, vous avez quoi? Vous avez du Sukhoi 27 qui sont cachés là, qui sont bien protégés, mais vous en avez également en extérieur directement sur le parking. Si on regarde un peu plus de manière globale, vous voyez que dans le nord de la photo, il y a beaucoup de matériel militaire. Et vous avez même un Tu-22 sur stèle. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. C'est quel type d'avion? Alors pour la partie nord, ici on voit de l'IL, de l'Ilyushin 76, donc c'est du gros avion plutôt de transport. Ça fait dans les 90 tonnes à vide, 250 tonnes en masse maximum, donc un peu plus lourd qu'un Airbus A330. À côté, je dirais de l'Antonov 24 ou Antonov 26, qui est la version plus petite, hein, là on est sur un tiers du poids. Et plus au sud, là, eh bien, comme je vous disais, du Sukhoi 27 et un petit peu de L-39 qui sont un avion d'entraînement. Là, sur cette photo, avant les frappes, je ne vois pas de MiG-29. Est-ce que cette base a été beaucoup impactée ou... Alors, si on regarde notre photo qu'on nous a envoyée, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 7 impacts de ce qui est probablement des missiles de croisière, 2 qui ont visé la piste, qui sont tombés à côté. Vous en avez également qui ont tapé du côté du parking de la rampe de l'endroit où on a d'habitude donc les Sukhoi 27. Personne n'a essayé d'aller toucher les Sukhoi 27 protégés. Et un petit peu du côté du parking également, là où il y avait les Ilyushin 76, donc les avions de transport. On voit rien au niveau des installations. Le point intéressant, c'est de noter qu'il y a un Sukhoi 27 qui a fait une sortie de piste. On voit bien là, il est sorti de piste. Et il est plus probable, d'après de nombreux observateurs, ce serait des missiles de croisière, peut-être comme les SS-26. Donc ce serait les Iskander. Les Iskander, ça fait à peu près 4 tonnes quand ça part. Ça peut faire 50 à 500 km de parcours hein, pour aller chercher sa cible. C'est un guidage inertiel, après derrière électro-optique apparemment, et peut-être aussi avec le GLONASS, donc avec les constellations GPS. La précision vendue, c'est 5 à 7 mètres. Là, vous voyez que c'est pas tout à fait tombé où ça devait. Mais moi, en tout cas, ce que je note surtout, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Oui, du coup, c'était une zone assez protégée. Alors, soit c'est une zone assez protégée, et les systèmes de défense aérienne ont très bien fonctionné, donc vous pouvez intercepter ces missiles. Soit, eh bien, ils n'en ont pas envoyé beaucoup. Moi, je penche, quand je vois ça, pour un mix des deux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû en envoyer énormément, ils n'ont pas voulu faire preuve de beaucoup de redondance, mais en même temps, je pense que certains ont été interceptés. Le point le plus marquant, c'est on dirait que ça voulait faire de la frappe vraiment ciblée, voire de la frappe un peu symbolique. Hein. On va taper un petit peu le parking des Ilyushin, on va taper un petit peu le parking des Sukhoi, on sait que ça ne va pas tout casser, on va essayer de mettre 2 missiles sur la piste, mais clairement on n'est pas du tout dans une optique d'entièrement détruire la base, pour une raison que je ne m'explique pas. Maintenant, nous allons passer au sujet d'actualité. Le premier sujet vient de ces images de frappe d'artillerie. D'où viennent ces images? Alors ces images, elles nous viennent d'Ukraine, mais surtout elles nous viennent sûrement, probablement, d'un petit drone. Il y a à l'heure actuelle 2 grandes familles de drones chez les Ukrainiens. Vous avez le fameux TB2 turc. Donc on avait parlé dans d'autres vidéos de l'industrie de l'armement turc et je vous avais fait ressortir le fait qu'ils sont très en avance sur les drones. Et là, encore une fois, on l'a vu dans le Haut-Karabakh, on l'a vu en Libye, mais là, clairement, eh bien, on voit que ce petit drone, le TB2, est extrêmement efficace. Il peut emporter 4 missiles. Et dès que vous voyez ce genre d'image comme ça, ce sont des frappes du TB2. Il n'est pas obligé d'avoir une piste hein, pour décoller. Une piste, on va dire un morceau de route, ça lui suffit. Les images, pour revenir à ta question, là qu'on a vu lors de cette embuscade, sont probablement des images qui nous viennent de drones commerciaux, type DJI. Alors moi, je prends un Mavic. Il y a des mini, donc c'est des petits drones. Le mini il fait 240. C'est des drones grand public. Oui, exactement. Des drones de grand public. On en a un à la maison. On a fait des images avec pour des reportages. Le mini fait 249 grammes. Ça fait du 57 km/h. Ça tient une demi-heure en l'air et ça vous donne des images très, très utiles. Vous avez d'autres catégories, y compris par exemple le Fantôme. Et vous avez également l'Inspire. Alors l'Inspire, il va à 94 km/h. Mais ce qui est intéressant, il tient 27 minutes en vol, c'est qu'il a des batteries qui se réchauffent. Donc face au grand froid, ça peut être intéressant également pour la durée de vie des batteries. Donc vous avez 2 grandes familles pour les Ukrainiens, hein, le TB2 et vous avez les petits drones. Et d'ailleurs, on a vu des photos où ils sont fait livrer énormément de ces drones DJI très efficaces. D'un point de vue technique, quelles sont les différences entre des drones civils et militaires justement? Alors d'un point de vue technique, je pense que la grande différence, ça va être la robustesse et surtout l'utilisation d'armement. Avec un TB2, vous allez pouvoir désigner des cibles, extraire des coordonnées facilement, mais surtout derrière, vous allez pouvoir guider de l'armement vers l'objectif. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est de l'armement guidé, qui est guidé par le drone, qui va de manière métrique taper sa cible.
Avec un drone grand public, vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas acheter votre DJI avec un panier roquette guidé, heureusement. Et du coup, eh bien, vous ne pouvez faire que de la reconnaissance. Donc d'un côté, on va dire reconnaissance et frappe. De l'autre côté, en tout cas pour les familles ukrainiennes en ce moment, avec le TB2, de l'autre côté, purement reconnaissance, en boucle courte comme on dit, reconnaissance très efficace. Et d'un point de vue tactique, du coup, les drones civils, se sont devenus un peu des yeux indispensables d'un point de vue militaire? Absolument. Avant, pour avoir recours aux informations qui venaient de la troisième dimension, il fallait la supériorité aérienne, voire la suprématie aérienne, des drones, des avions de reconnaissance, des délais entre le moment où les photos sont faites, des satellites. Maintenant, avec un petit drone de 249 grammes, si vous avez l'électricité et de la batterie, un téléphone, vous l'envoyez et en boucle courte, instantanément, vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté de la ville, sur l'axe principal. Et comme actuellement, eh bien, il y a la fonte des neiges en Ukraine, eh bien, les chars russes ne peuvent pas aller n'importe où. Ils sont limités aux grands axes, ils sont limités aux routes. Et du coup, si vous avez 2-3 routes à surveiller, parce qu'il n'y a que 2-3 routes qui mènent vers votre village, avec un drone, vous pouvez facilement, eh bien, être prévenu de l'arrivée des troupes adverses et préparer une embuscade. Donc ça change tout d'un point de vue doctrinal. Ça donne énormément d'agilité à des petits groupes. Donc ça va être une dizaine de militaires ukrainiens, un petit groupe de forces spéciales. Vous avez quelques manpads, quelques SATCP, quelques lance-roquettes, et vous avez ce drone, vous pourrez parfaitement voir arriver l'adversaire et lui préparer une embuscade. Quel type, entre guillemets, de militaires peuvent piloter ces drones? Alors pour ce qui est du TB2, il va falloir une formation. Il y a une cabine de pilote, il va falloir être formé non seulement à utiliser le drone, mais également à utiliser ses capteurs et on va dire comprendre comment fonctionne une passe laser, comprendre comment guider l'armement. Ça demande une formation, ça ne s'invente pas. C'est pas forcément très très long, mais ça demande de l'habitude, de l'accoutumance et une formation spécifique. Pour ce qui est des petits drones commerciaux, eh bien, quelques tutos YouTube et un petit peu de mise en pratique. Néanmoins, et ça je pense que c'est important de le dire, si vous n'avez jamais fait de drone, que vous essayez d'apporter la vision aérienne à votre équipe pour une embuscade, si vous n'êtes jamais entraîné, ce n'est pas forcément une situation d'avenir parce qu'il peut toujours se passer des choses, vous pouvez toujours être surpris. Et au combat, lors d'une embuscade, face à des blindés, si vous commencez à vous faire avoir sur un coup simple, ça peut avoir des conséquences tragiques. Oui, ça peut engendrer des risques finalement. Tout à fait. Donc c'est pas parce qu'on peut, qu'on doit, mais il faut s'y former. On aime bien dire qu'il faut prendre du recul, se former avant d'aller au combat. Et voilà, le meilleur conseil qu'on peut donner à des personnes qui commencent à utiliser les drones, c'est faire des vols d'entraînement. Surtout d'un point de vue transmission de l'information, parce que c'est pas tout de dire aux gens tiens, je vois quelque chose, la personne qui est à l'autre bout de la radio ou autre, elle voit pas ce que vous voyez. Donc ça demande beaucoup de formation en termes de communication, choisir les mots justes pour être impactant et pour passer les informations utiles aux hommes sur le théâtre. Existe-t-il des drones en Russie? Effectivement, il y a des drones fabriqués par les Russes, et pas que. Les Russes utilisent également des drones israéliens fabriqués sous licence depuis 2015. Donc les Russes ont profité du retour d'expérience du conflit syrien pour se développer d'un point de vue drone. Ils ont plus de 2000 drones. Les gros drones qu'ils ont, eh bien, ça va être par exemple, comme je vous parlais d'israéliens, le Fort Prost. Vous avez également l'Orion. Et après, ils ont des drones plus petits. Là, vous voyez, on ne va pas vous donner tous les noms. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire avec ça, avec cette gamme-là, de la reconnaissance. Et avec cette gamme-là, là, les mâles, eh bien, donc c'est medium altitude, long endurance. Donc ça vole en moyenne altitude, en gros jusqu'à 7000 mètres maximum. Et ça a beaucoup d'endurance. Ça va leur permettre de faire du renseignement et de donner les bonnes informations aux artilleurs, de donner les bonnes informations aux troupes au sol. Et dans certains cas, ils peuvent également faire des frappes. Tu parles de drones mâles, il existe des drones femelles? Alors, pas à ma connaissance pour les drones femelles. Par contre, ils ont des bébés drones. Les bébés drones, c'est ce qu'on appelle les quadrocoptères. On parlait des DJI tout à l'heure. Il faut noter quand même, juste pour voir le volume, au niveau des opérations en Syrie, le ministre de la Défense russe a annoncé qu'en juillet 2018, ils étaient à plus de 140 000 heures de vol de drones, plus de 23 000 missions de drones, mais qu'ils avaient appris de tous ces gros drones et qu'ils s'étaient dit il nous faut des quadrocoptères. Et donc à partir de 2019, ils ont passé des commandes et depuis 2021, ils reçoivent des petits drones, des bébés drones qui sont beaucoup plus agiles. En termes d'utilisation, c'est facile? En termes d'utilisation, on revient dans la même problématique que ce qu'on a vu avant. Dès qu'on pense mâle, dès qu'on pense gros drone, dès qu'on pense rampe de lancement, il faut une formation spécifique. Dès qu'on pense petit quadrocoptère,
encore une fois, on parle de 250 grammes. Hein. Ça peut se prendre n'importe où, tant que vous avez des batteries, un téléphone et qu'il n'y a pas trop de guerre électronique. Hein. Ça, c'est un autre problème, la résistance face à la guerre électronique. Eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser assez facilement. Attention au vent et à la météo quand même. Maintenant, nous allons passer aux vidéos. La première, c'est l'assaut des hélicoptères sur l'Antonov Airport. Qu'est-ce que nous disent ces images? Alors ces images, elles nous viennent effectivement des premiers jours. Apparemment, c'est le 24 février où vous voyez clairement il y a l'assaut des troupes, on appelle ça les troupes aéroportées russes. Donc c'est rare d'avoir des images russes. Les Russes communiquent de plus en plus. Vous avez été plusieurs à nous envoyer les images. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'on voit? On voit des hélicoptères d'attaque, les Ka-52, qui sont un peu leurs tigres à eux. Et vous avez les hélicoptères de transport avec du personnel plutôt bien équipé, avec du petit lance-roquettes. Plus tard dans la vidéo, on voit qu'ils ont également du mortier et ils viennent prendre cet aéroport. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, clairement, là, c'est de déposer le plus rapidement possible des hommes pour faire un périmètre et après essayer de faire venir eh bien, plus de renforts et faire une tête de pont. Il semblerait que leur manipulation, leur assaut n'ait pas si bien marché que ça, qu'ils auraient été repoussés dans la forêt, mais que depuis ils auraient repris l'aéroport. Je n'ai pas toutes ces informations-là. Mais on voit quand même que là c'est fait de manière très professionnelle. Bon, il y a 2-3 petites choses comme se passer devant, c'est pas forcément une situation d'avenir pour des troupes de l'armée de terre, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Moi je vais me focaliser sur ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que les hélicoptères de transport, ils pourraient voler plus bas. J'ai échangé avec plusieurs pilotes d'hélico. Voilà. Ils sont quand même assez hauts, c'est-à-dire qu'ils restent assez vulnérables. Ils ont de la marge, ils pourraient descendre, slalomer entre les arbres pour se rendre encore plus dur à tirer. Ça, c'est le premier point. Donc, voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a bien cette présence de Ka-52. Donc, l'idée tactique est là. J'envoie du transport, j'envoie de l'hélicoptère avec. Ensuite, derrière, on voit passer un MiG-29. À ce moment-là, le 24, il est très probable que ce MiG-29, c'est probablement le fantôme de Kiev, on en a parlé, mais que ce MiG-29, là, tout seul isolé, eh bien, ce soit un MiG-29 ukrainien. Néanmoins, l'arme aérienne, ce n'est pas absolument magique. Hein. Vous avez les Russes, ils sont au sol, le MiG-29 passe à côté, ils ne sont pas morts pour autant. Il n'y a pas des canons laser qui tirent sur tous les méchants. Donc l'armement est limité, la visibilité est limitée, mais vous noterez quand même que ce MiG-29 a l'air de passer aux alentours des 300 nœuds. C'est joueur parce que je pense que là on n'en voit pas, mais si les Russes étaient venus avec également de l'armement solaire, il aurait eu mal, le MiG-29. Mais voilà, donc ça c'était une leçon de norme pour les Russes, peut-être rajouter du système solaire avec leurs troupes quand elles débarquent, j'en ai pas vu. Le dernier petit point qu'on voit sur cette vidéo, eh c'est les dernières images vivantes, je pense, de l'Antonov 225. Vous voyez bien le hangar, vous voyez l'Antonov est toujours là, donc c'est probablement dans l'assaut, la contre-offensive ukrainienne, je dis bien conditionnel, et bien que l'Antonov a eu mal. Je vous rappelle que les Russes avaient du mortier sur place. Hein. Maintenant, nous allons passer à cette vidéo où un Sukhoi 25 se fait tirer dessus et il continue sa mission. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors lose sight, lose the fight, il continue sa mission. Blague à part, ce n'est pas parce qu'un système solaire explose à côté de vous, voire même vous percute, que vous allez forcément au tapis. Les charges militaires, on en a parlé un peu la dernière fois, sont très faibles sur les SATCP. Vous avez de 1 à 1,8 kg. Si c'est un système un peu d'ancienne génération qui a que 1 kg et qui l'éclate un petit peu à côté, il n'a pas l'air de faire un impact direct. Ça va envoyer des morceaux, mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui va résulter dans la destruction de l'avion. Nous avons des exemples dans la marine française, par exemple avec un étendard 4, piloté par le capitaine de corvette Clary, qui a pris un SA-7, je crois que c'est un SA-7 en Bosnie, et qui a réussi à apponter avec son avion endommagé. Donc c'est tout à fait possible de continuer à piloter. Si aucun des organes vitaux de l'aéronef est touché, vous allez pouvoir continuer à piloter. Donc ça dépend, comme une blessure, de où ça impacte. Encore une fois, sur ces images, il semblerait que l'impact n'est pas direct. D'un point de vue tactique, il est intéressant de voir que le Sukhoi 25 fait ce qu'on appelle une passe en piqué. Donc il vient chercher un piqué pour pouvoir désigner, tirer de manière précise sur ses adversaires et apparemment tire de la roquette. Il y a eu un grand débat sur l'utilisation d'armements guidés, pas guidés. Une passe rapprochée comme ça en piqué, on n'est pas dans du métrique mais pas loin. C'est quelque chose de très très précis. Ensuite, il fait sa ressource, et là vous voyez qu'il y a une grosse utilisation de leurre infrarouge, dont on a parlé dans les autres daily débriefs, et tout le long il s'en va en basse altitude en utilisant ces leurres infrarouges. Il pourra peut-être voler un peu plus bas, mais bon, après le mieux est l'ennemi du bien, il ne semblerait pas qu'il se fasse tirer. Donc il est possible qu'il ait eu des dommages. Maintenant, c'est important de le comprendre aussi. Le Su-25, donc Su-25 qui est présent chez les Ukrainiens
et chez les Russes également. Eh bien, le Su-25, c'est l'équivalent russe du A-10. Le A-10 qui est l'avion, en fait c'est un avion d'attaque au sol, un tueur de chars. Le Su-25 c'est pareil. Quand ces avions ont été réfléchis, ils ont été réfléchis pour pouvoir encaisser des coups puisqu'ils ont par nature, par vocation, une mission qui les amène très proche des troupes au sol et à l'intérieur de la sphère d'engagement de multiples types d'armements. Cela veut dire que c'est possible en fait de survivre face à un SATCP. C'est possible de survivre face à un SATCP, comme ça peut être possible de survivre face à une MG42 lors du débarquement sur Omaha Beach. Ça dépend. C'est pas parce que vous avez le meilleur matériel ou que vous avez l'arme, que vous avez le missile, qu'il va forcément marcher, qu'il va forcément faire coup au but. Donc c'est vrai pour absolument tous les missiles, toutes les technologies. Le combat le prouve et le prouve au quotidien. Eh bien, il faut une multitude de facteurs pour que ça fonctionne. Et des fois, la chance est d'un côté ou de l'autre. Et on a vu des cas de survie assez improbables au combat. Et voilà, c'est la fin de ce Daily Débrief numéro 6. Merci à vous de nous envoyer toutes les informations que vous nous envoyez. Ça nous aide énormément dans la préparation. Encore une fois, sur le site web, vous allez dans Daily Débrief et maintenant, nous avons créé un formulaire de contact. Donc, si vous voulez nous envoyer des vidéos, si vous avez des questions, vous posez des questions, vous avez vu passer une vidéo qui vous paraît bizarre, que vous aimeriez qu'on étudie, eh bien, vous envoyez ça directement depuis le formulaire sur le site web. Je vous dis avec Laurence, eh bien, au week-end prochain, je pense que le Daily Débrief 7 sortira du coup le week-end prochain. Nous sommes pas mal en déplacement ces prochains jours. Et d'ici là, fly safe.